23 janvier 1943, nord de la France, région du Pas-de-Calais. La neige tombait lourdement sur les ruines d'une ancienne usine textile transformée en quelque chose que les cartes militaires allemandes appelaient « Unité médicale de campagne 19 ». Mais il n'y avait rien de médical là-bas, seulement le froid tranchant, l'odeur de désinfectant mêlée à du sang séché et le son étouffé d'ordres donnés en allemand. Entre ces murs de pierre grise, des femmes françaises étaient dépouillées de leurs noms, de leurs vêtements et de toute trace d'humanité. Et tout commençait toujours de la même façon. Enlevez vos vêtements et mettez-vous à genoux. C'était la phrase qui résonnait dans les couloirs étroits, prononcée avec une froideur clinique, sans colère, sans haine, juste un ordre exécuté comme s'il s'agissait d'un protocole. Ce qui venait après, personne n'a osé le raconter. Du moins, pas pendant longtemps. Officiellement, cet endroit n'existait pas. Dans les registres de la Wehrmacht, il n'apparaissait que comme un point de triage médical pour civils suspectés d'implication avec la résistance française. En pratique, c'était un laboratoire. Et l'homme qui le commandait était le docteur Ernst Völker, un médecin formé à Berlin, membre du corps médical militaire allemand, avec un parcours impeccable, du moins sur le papier. Völker était méthodique. Il portait des lunettes à monture fine, parlait doucement et gardait toujours les mains propres. Il notait tout. Température corporelle, temps de résistance, réaction cutanée, degré de douleur. Tout était consigné dans des cahiers à couverture rigide noire, écrits en cursive précise. Pour lui, ces femmes n'étaient pas des victimes, c'étaient des données. Parmi les prisonnières, il y avait des infirmières capturées alors qu'elles soignaient des soldats alliés blessés, des messagères de la résistance interceptées sur des routes rurales, des institutrices accusées d'avoir caché des juifs, des couturières dénoncées par des voisins collaborateurs, des femmes ordinaires, des femmes dont les visages ont disparu de la mémoire collective parce que leurs noms n'ont jamais été retrouvés. Elles étaient maintenues dans des cellules humides au sous-sol de l'ancienne usine, sans fenêtres, sans lumière naturelle. Seulement une ampoule faible qui pendait du plafond et se balançait quand les camions militaires passaient sur la route au-dessus. Le froid était si intense que certaines se réveillaient avec les lèvres gercées, à force de trembler pendant la nuit. Il n'y avait pas de matelas, seulement de la paille vieille et des couvertures déchirées qui sentaient le moisi. La routine était toujours la même. À 6 heures du matin, des soldats frappaient aux portes de fer avec des crosses de fusil. « Hofstein, levez-vous !» Les femmes étaient emmenées en file, pieds nus, par les couloirs glacés, jusqu'à une grande salle qui devait autrefois être l'entrepôt de tissus de l'usine. Là, sous la lumière blanche de lampes chirurgicales improvisées, se tenait le docteur Völker. À ses côtés, 3 assistantes, des infirmières allemandes recrutées de force, qui obéissaient aux ordres sans lever les yeux. Et dans un coin de la salle, toujours debout, les mains croisées dans le dos, un officier de la SS observait tout en silence. Il ne parlait jamais. Il ne faisait que noter. Et c'était encore plus effrayant. Enlevez vos vêtements et mettez-vous à genoux. L'ordre était répété par l'un des soldats, en français cassé mais compréhensible. Certaines femmes obéissaient immédiatement, déjà résignées. D'autres hésitaient, regardant autour d'elles à la recherche de quelque chose, une sortie, un témoin, un miracle. Mais il n'y avait rien. Seulement le froid, le silence et le regard indifférent du docteur. Völker ne criait pas. Il ne menaçait pas. Il attendait simplement. Et quand tout était à genoux, dénudé, vulnérable, il commençait son travail. Injection de substances inconnues, test de résistance au froid, des femmes immergées dans des cuves d'eau glacée pendant des minutes, parfois des heures, pendant qu'il chronométrait et notait. Petites incisions faites sans anesthésie pour observer la cicatrisation. Amputation de doigts, d'oreilles, sous prétexte d'études scientifiques. Mais le pire n'était pas les expériences, c'était le silence. Les femmes ne criaient pas, non pas parce qu'elles ne ressentaient pas la douleur, mais parce qu'elles avaient appris que crier ne servait à rien. Crier n'attirait que plus d'attention, plus de soldats, plus d'ordre. Alors elles mordaient leurs lèvres jusqu'à saigner, serrèrent les poings jusqu'à ce que leurs ongles s'enfoncent dans leur propre peau et supportaient. Supportaient parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et quand enfin elles retournaient dans les cellules, chancelantes, saignantes, tremblantes, elles se recroquevillaient dans les coins sombres et attendaient le matin suivant. Certaines ne revenaient jamais. Les corps étaient retirés la nuit, toujours la nuit,
enroulés dans des bâches militaires, transportés par des soldats de base qui obéissaient aux ordres sans poser de questions. Personne ne savait où ils allaient. Mais en février 1943, un paysan qui vivait près de l'ancienne usine commença à remarquer une odeur étrange provenant d'une cave abandonnée à l'arrière du terrain. Il n'enquêta pas. À cette époque, enquêter pouvait signifier la mort. Alors, il ferma simplement les fenêtres de sa maison et essaya d'oublier. Völker continua son travail pendant plus d'1 an. Il recevait des visites occasionnelles d'officiers supérieurs qui feuilletaient ses cahiers avec un intérêt clinique, posaient quelques questions techniques et repartaient. Personne ne questionnait l'éthique, personne ne parlait d'humanité. La guerre avait transformé la morale en quelque chose de malléable, ajustable, pratique. Et ces femmes officiellement n'existaient même pas. Il n'y avait pas de registre d'entrée, pas de fiche médicale, pas de nom. Seulement des numéros griffonnés à la craie sur le mur de chaque cellule. Numéro 7, numéro 12, numéro 23. Des femmes réduites à des chiffres. En avril 1944, lorsque les forces alliées commencèrent à avancer dans le nord de la France, l'unité médicale de campagne 19 fut évacuée en urgence. Des documents furent brûlés. Des équipements médicaux furent chargés dans des camions. Les prisonnières encore en vie, seulement 17, furent transférées vers des destinations inconnues. Völker disparut, ses cahiers aussi. Et l'ancienne usine fut laissée derrière, silencieuse, vide, comme si elle n'avait jamais abrité que poussière et ombre. Pendant des décennies, personne ne parla de cet endroit, ni les habitants locaux qui évitaient de passer près des ruines, ni les vétérans alliés qui n'avaient jamais entendu parler d'un camp là-bas, ni les historiens qui ne trouvaient pas de documents. L'histoire de ces femmes fut enterrée avec leur corps. Mais, en 1978, lors de travaux de rénovation pour transformer le terrain en parking, des ouvriers trouvèrent quelque chose, une cave scellée. À l'intérieur, des restes humains, des dizaines. Et parmi les os, des fragments de papier, des pages déchirées de journaux intimes, tachées d'humidité, mais encore lisibles, écrites en français, écrites par des mains tremblantes. Et sur plusieurs pages, la même phrase répétée. « Enlevez vos vêtements et mettez-vous à genoux. » Mais qu'est-ce qui se passait vraiment après cet ordre? Que faisaient les soldats? Et pourquoi personne n'a été puni? La vérité est encore plus brutale que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et elle est sur le point d'être révélée. Ernst Völker est né en 1901, à Dresde. Fils d'un pharmacien et d'une professeure de piano, il a grandi dans une famille de classe moyenne qui valorisait l'éducation et la discipline. Il fut un élève exemplaire. Il entra à la faculté de médecine de l'université de Berlin en 1920, se spécialisant en pathologie. Et en 1933, lorsque le Parti national-socialiste prit le pouvoir, il était déjà un médecin respecté, avec des articles publiés sur les maladies infectieuses et la résistance bactérienne. Il ne fut jamais fanatique, il ne criait pas de slogan, il ne portait pas de croix gammée en dehors de l'uniforme, mais il croyait en l'efficacité. Et il croyait que la science ne devait pas être limitée par des sentimentalismes. Lorsque la guerre commença, Völker fut recruté dans le corps médical de la Wehrmacht. Il ne l'avait pas demandé, mais il ne refusa pas non plus. Et lorsqu'il reçut la proposition de diriger une unité expérimentale dans le nord de la France, il accepta sans hésiter. La proposition était claire. Étudier la résistance humaine dans des conditions extrêmes. Froid, douleur, privation, infection. Tout cela sous prétexte de mieux préparer les soldats allemands pour le front de l'Est. Mais en pratique, ce que Völker faisait était de la torture déguisée en science. Sa formation académique lui avait donné les outils. Son tempérament froid lui avait donné la capacité. Et la guerre lui avait donné la permission. Dans l'Allemagne nazie des années 1940, les frontières entre recherche médicale et cruauté étaient devenues floues. Des médecins respectés participaient à des programmes d'euthanasie. Des scientifiques brillants concevaient des expériences sur des êtres humains sans leur consentement. Et personne ne questionnait, parce que tout était fait au nom de quelque chose de plus grand. La victoire, la science, le progrès. Völker s'inscrivait parfaitement dans ce système. Il n'était pas un monstre par nature. Il était un homme qui avait appris à désactiver son empathie au nom de l'efficacité. Les expériences suivaient un schéma précis. D'abord, la déshumanisation. Les prisonnières étaient dénudées, numérotées et traitées comme des objets.
Völker croyait que c'était nécessaire pour éliminer les variables émotionnelles. Si elles étaient traitées comme des personnes, les assistants pourraient hésiter. Si elles étaient traitées comme des numéros, l'efficacité serait plus grande. Et cela fonctionnait. Les infirmières allemandes qui travaillaient avec lui obéissaient sans questionner. Non pas parce qu'elles étaient cruelles, mais parce que la routine normalisait l'horreur. Injecter des bactéries à une femme sans défense devenait simplement protocole expérimental numéro 4. Observer quelqu'un mourir d'hypothermie devenait simplement collecte de données sur la résistance thermique. Le processus de déshumanisation commençait dès l'arrivée. Les femmes étaient amenées dans une pièce où leurs vêtements étaient confisqués et brûlés. Leurs cheveux étaient coupés courts, presque rasés. Leurs effets personnels, lettres, photos, alliances, étaient jetés dans un sac et oubliés. Elles recevaient une tunique grise grossière, sans sous-vêtements, qui les exposait au froid constant. Et puis venait le numéro, peint au pinceau noir sur leur avant-bras gauche. Certaines essayèrent de le frotter, de le laver, de le faire disparaître. Mais l'encre était indélébile, et avec le temps, elles cessèrent d'essayer. Le numéro devenait partie d'elles, et leur nom, peu à peu, s'effaçait. L'une des expériences les plus cruelles impliquait l'immersion dans l'eau glacée. Les prisonnières étaient emplacées dans des cuves métalliques remplies d'eau à des températures entre 2 et 5 degrés Celsius. Nues, immobilisées avec des sangles de cuir qui leur entaillaient les poignets et les chevilles. Völker chronométrait combien de temps il fallait pour qu'elles perdent conscience. Il notait la température corporelle toutes les 5 minutes, en utilisant des thermomètres rectaux. Le contact était brutal, invasif, ajoutant une couche supplémentaire d'humiliation à la torture physique. Certaines résistaient 15 minutes, d'autres une demi-heure. Aucune ne dépassait 1 heure. Quand elles étaient retirées, la peau était bleuâtre, les lèvres violettes, les yeux vitreux. Certaines ne reprenaient jamais conscience. Elles étaient ramenées dans les cellules, où elles mouraient pendant la nuit, seules, gelées de l'intérieur. Mais Völker ne se contentait pas d'observer. Il testait aussi des méthodes de réchauffement. Certaines femmes, après avoir été immergées jusqu'à la limite de la mort, étaient placées contre des corps nus de soldats allemands pour mesurer si la chaleur humaine pouvait les réanimer. D'autres étaient plongées dans des bains d'eau chaude, provoquant un choc thermique qui souvent arrêtait le cœur. Völker notait tout. La méthode la plus efficace, selon ses cahiers, était le réchauffement progressif avec des couvertures chauffées. Mais cette conclusion fut payée avec des dizaines de vies, des femmes mortes par hypothermie, par arrêt cardiaque, par choc. Tout pour une note dans un cahier noir. Une autre expérience impliquait des infections délibérées. Völker injectait des bactéries vivantes, tétanos, gangrène, septicémie, dans de petites coupures faites sur les jambes ou les bras des prisonnières. Il observait ensuite la progression de l'infection sans offrir de traitement. Il notait la vitesse à laquelle la fièvre montait, la couleur de la peau autour de la plaie, le moment où le délire commençait. Certaines mouraient en 3 jours, d'autres en 1 semaine. Il comparait les résultats, cherchant des schémas. Et quand l'une d'elles mourait, il notait simplement « Sujet numéro 12, décédé, suivant ». Il testait également des antiseptiques expérimentaux, appliqués sur des plaies ouvertes, sans anesthésie. Les femmes hurlaient, se tordaient contre les sangles qui les retenaient sur les tables métalliques. Völker mesurait l'intensité de la douleur en observant les contractions musculaires, la dilatation des pupilles, la fréquence cardiaque. Pour lui, la douleur n'était pas une souffrance, c'était une donnée, un indicateur physiologique à enregistrer et analyser. Mais peut-être le plus troublant était la présence constante de l'officier de la SS. Il ne touchait jamais personne, il ne donnait jamais d'ordre, il observait simplement et notait. Son nom était Klaus Rittner et il était responsable de s'assurer que tout soit documenté pour les rapports supérieurs. Il avait un cahier plus petit, en cuir noir, et écrivait avec un stylo plume. Toujours debout, toujours en silence. Et toujours avec le même regard froid, comme s'il assistait à une procédure chirurgicale de routine, et non à une atrocité. Rittner représentait quelque chose de plus insidieux que Völker lui-même. Völker était le scientifique. Rittner était le bureaucrate. Il ne se salissait pas les mains, mais sa présence validait tout. Il était le témoin officiel, le gardien de la légalité administrative. Et c'était cette bureaucratisation de l'horreur qui rendait tout cela possible. Sans Rittner,
Völker n'aurait été qu'un médecin fou. Avec Rittner, il était un chercheur autorisé. Et c'est précisément cette autorisation, cette permission systémique, qui faisait du mal nazi quelque chose de plus dangereux que la simple violence individuelle. Les infirmières allemandes qui travaillaient sous Völker avaient des réactions différentes. Certaines refusaient de regarder dans les yeux des prisonnières. D'autres développaient une rigidité mécanique, accomplissant les ordres avec une précision robotique, comme si se déconnecter émotionnellement était la seule façon de survivre à cela. Une d'entre elles, nommée Greta Hoffmann, tenait un journal secret. Elle écrivit « Je ne sais plus qui je suis. Je suis devenue une autre personne. Une personne qui tient les mains d'une femme pendant que le docteur coupe ses doigts. Une personne qui ne pleure plus. Une personne que je ne reconnais plus dans le miroir. » Ce journal fut retrouvé des décennies plus tard, caché entre les poutres du plafond d'une maison abandonnée à Lille. Greta avait 24 ans quand elle fut assignée à l'unité 19. Elle avait étudié pour être infirmière pédiatrique. Elle rêvait de travailler avec des enfants. Mais la guerre en avait décidé autrement. Et maintenant, elle passait ses journées à assister à des tortures. Dans son journal, elle raconte comment elle essayait de s'échapper mentalement. Elle récitait des poèmes. Elle se souvenait de chansons de son enfance. Elle imaginait qu'elle était ailleurs. Mais cela ne fonctionnait que partiellement. Parce que ses mains étaient toujours là, tenant les instruments. Et ses yeux voyaient toujours tout. Et sa présence, aussi passive soit-elle, faisait d'elle une complice. Et les victimes, elles tentaient de se protéger de toutes les façons possibles. Certaines créaient de petits rituels mentaux, comptaient jusqu'à 1000, récitaient des prières, se souvenir des visages d'enfants qu'elles ne reverraient peut-être jamais. D'autres se déconnectaient simplement, entrant dans un état d'absence émotionnelle qui ressemblait presque à la mort. Mais le corps n'oublie pas. Même quand l'esprit essaie de fuir, le corps enregistre chaque douleur, chaque humiliation, chaque violation. Et cela ne disparaît pas, jamais. En juillet 1943, l'une des prisonnières, une jeune femme d'environ 25 ans, identifiée seulement comme numéro 19, réussit à graver un message sur un mur de sa cellule en utilisant un clou rouillé. Le message disait « Mon nom est Élise, j'existais ». Quand les ruines furent explorées en 1978, ce message était encore là, couvert de mousse mais lisible. Il fut photographié, catalogué, et aujourd'hui il se trouve dans un musée à Paris, dans une exposition permanente sur les crimes de guerre oubliés. Élise était institutrice dans un petit village près d'Arras. Elle avait été arrêtée parce qu'elle avait refusé de dénoncer une famille juive qui se cachait dans sa cave. Elle avait 26 ans. Elle aimait la poésie de Rimbaud et jouait du violon. Elle voulait voyager en Italie après la guerre. Elle ne l'a jamais fait. Elle mourut dans cette cellule, 3 jours après avoir gravé son nom. Mais ce nom survécut. Et aujourd'hui, il est tout ce qu'il reste d'elle. Mais malgré tout, certaines survécurent. Non pas parce qu'elles furent épargnées, mais parce que leur corps, par quelque miracle, tinrent bon. Quand l'unité 19 fut évacuée en avril 1944, 17 femmes étaient encore en vie. Elles furent transférées dans d'autres camps, où elles se perdirent dans le chaos de la fin de la guerre. Certaines furent libérées par les Alliés en 1945. D'autres moururent peu après, détruites physiquement et émotionnellement. Et les rares qui réussirent à rentrer chez elles ne parlèrent jamais de ce qu'elles avaient vécu, du moins pas publiquement, parce que qui les croirait? La société d'après-guerre ne voulait pas entendre parler de ces horreurs. Les gens voulaient reconstruire, oublier, avancer. Et les femmes qui avaient survécu à ces camps portaient une honte qu'elles ne méritaient pas. Une honte imposée par un monde qui préférait ne pas savoir. Alors elles se taisaient, elles enfouissaient leurs souvenirs, elles essayaient de redevenir normales, mais certaines cicatrices ne guérissent jamais. Et la question que personne ne voulait poser était: combien d'autres endroits comme celui-ci ont existé? Combien d'autres femmes ont disparu dans le silence? La réponse est terrifiante. Lorsque les forces alliées libérèrent la France entre 1944 et 1945, des milliers de documents nazis furent capturés, catalogués et archivés, mais tout ne fut pas préservé. De nombreux registres furent détruits délibérément par les Allemands eux-mêmes avant leur retraite. D'autres disparurent simplement, perdus dans le chaos de l'après-guerre, et certains furent cachés, délibérément, parce qu'ils contenaient des vérités que personne, ni les Alliés, ni les Français, ni les Allemands eux-mêmes, ne voulaient voir révélées,
Les cahiers d'Ernst Völker faisaient partie de ces documents disparus. Officiellement, ils n'ont jamais existé. Mais en 1982, 4 ans après la découverte de la cave scellée, un antiquaire à Munich mit en vente un lot de documents historiques de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, 3 cahiers à couverture rigide noire, écrits à la main, en allemand, avec des annotations détaillées sur des expériences médicales réalisées entre 1943 et 1944. L'acheteur était un historien français nommé Laurent Moreau, spécialisé dans les crimes de guerre. Quand il commença à lire, il réalisa qu'il tenait quelque chose d'explosif entre ses mains. Les cahiers contenaient des registres méticuleux, dates, noms de code, descriptions de procédures et résultats. Völker notait tout avec une froideur clinique qui rendait la lecture encore plus troublante. Sujet 7, sexe féminin, âge estimé, 28 ans, expérience. Immersion dans l'eau à 4 degrés C, durée 22 minutes, résultat. Perte de conscience à 18 minutes. Température corporelle finale, 30 degrés C. Sujet décédé pendant la nuit. Page après page, les mêmes annotations se répétaient. Numéro, données, mort, comme s'il s'agissait de statistiques d'une recherche agricole et non de registres de torture. Moreau passa des semaines enfermé dans son bureau, lisant et relisant chaque page. Il prit des notes. Il compara les dates avec d'autres documents historiques. Il chercha des incohérences. Mais tout semblait authentique. L'écriture était constante. Le vocabulaire médical était précis. Les détails anatomiques étaient exacts. Et le plus troublant, le ton. Völker n'écrivait pas comme un criminel essayant de cacher ses actes. Il écrivait comme un chercheur documentant une expérience scientifique. Il n'y avait aucune trace de culpabilité, aucun euphémisme, aucune tentative de justification morale, seulement des faits, des observations, des conclusions. Mais le plus choquant n'était pas les expériences elles-mêmes, c'était la naturalité avec laquelle elles étaient décrites. Völker ne montrait pas de culpabilité, il n'utilisait pas d'euphémisme, il rapportait simplement, comme un scientifique qui note la réaction d'une substance chimique. Et cela révélait quelque chose de terrifiant. Pour lui, ces femmes n'étaient vraiment pas humaines, c'était du matériel biologique. Et cette déshumanisation n'était pas le fruit de la haine ou du sadisme, mais d'une logique froide, rationnelle, presque bureaucratique. C'était le mal banal, comme la philosophe Hannah Arendt le décrirait des années plus tard en analysant les crimes nazis. Moreau savait qu'il devait vérifier l'authenticité des cahiers avant de les rendre publics. Il contacta des experts en graphologie qui confirmèrent que l'écriture datait bien des années 1940. Il consulta des historiens spécialisés dans la Wehrmacht, qui reconnurent les codes et les terminologies utilisées. Il envoya des échantillons de papier à un laboratoire en Suisse qui confirma que le papier et l'encre correspondaient aux matériaux utilisés en Allemagne pendant la guerre. Tout concordait. Les cahiers étaient authentiques. Moreau devint obsédé par les cahiers. Il passa des années à essayer de croiser les informations avec d'autres documents, cherchant à confirmer l'authenticité. Et il trouva des indices. Des rapports militaires allemands mentionnaient une unité médicale expérimentale dans le nord de la France, sans donner de détails. Des témoignages d'anciens soldats confirmèrent l'existence de centres d'interrogatoire, où des prisonnières civiles étaient détenues. Et les restes humains trouvés en 1978 correspondaient aux descriptions des cahiers. Tout concordait. Mais il manquait encore quelque chose de crucial, des témoins vivants. Il chercha dans les archives militaires françaises. Il contacta des associations d'anciens résistants. Il plaça des annonces dans des journaux régionaux. Mais pendant des années, il ne reçut aucune réponse. Beaucoup de femmes qui avaient survécu au camp nazi étaient mortes dans les décennies suivantes. D'autres avaient émigré, changé de nom, coupé tout lien avec leur passé. Et celles qui étaient encore en vie préféraient souvent garder le silence, parce que parler signifiait revivre, et revivre était trop douloureux. En 1989, Moreau publia une annonce dans des journaux français, demandant que toute personne ayant été prisonnière dans des camps allemands dans le nord de la France, entre 1943 et 1944, entre en contact. Il ne s'attendait pas à grand-chose. Mais il reçut 3 lettres, 3 femmes maintenant âgées, qui disaient avoir été dans un endroit que personne ne croirait. Moreau voyagea pour les rencontrer, et ce qu'elles racontèrent confirma tout. La première était Simone Lefebvre, 72 ans, habitante de Lille.
Elle avait été capturée en 1943, à 21 ans, accusée d'avoir aidé des membres de la résistance. Elle fut emmenée à l'ancienne usine et y passa 8 mois. Quand Moreau lui montra les pages des cahiers, elle commença à trembler. « Je me souviens de cet ordre, dit-elle, pointant vers une annotation. « Enlevez vos vêtements et mettez-vous à genoux. J'ai entendu cela tous les jours, tous les jours. » Elle raconta les cuves d'eau glacée, les injections, les femmes qui étaient emmenées et ne revenaient jamais. Et puis elle dit quelque chose qui resta gravé dans la mémoire de Moreau. Le pire n'était pas la douleur. C'était de savoir que personne ne s'en soucierait. Simone décrivit comment les femmes essayaient de se soutenir mutuellement dans les cellules, comment elles chuchotaient des prières ensemble dans l'obscurité, comment elles partageaient les maigres rations de pain moisi qui leur étaient données une fois par jour, comment elles se tenaient la main quand l'une d'entre elles était emmenée, sachant qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Ces petits actes de solidarité étaient tout ce qui leur restait d'humanité dans un endroit conçu pour la leur arracher. Elles se souvenaient aussi des sons, le bruit des bottes dans les couloirs, le grincement des portes métalliques, les ordres criés en allemand, le silence qui suivait, et parfois, très rarement, un cri qui s'arrêtait brusquement, et puis plus rien. Ce silence était pire que n'importe quel cri, parce qu'il signifiait que quelqu'un avait cessé de lutter, que quelqu'un avait abandonné, ou pire, que quelqu'un était mort. La deuxième témoin était Marguerite Blanc, 75 ans, qui vivait dans un hospice à Rouen. Elle était très fragile, mais encore lucide. Elle décrivit Völker comme un homme qui ne criait jamais. Il était calme, toujours calme, et c'était pire que n'importe quel cri. Elle se souvenait d'une infirmière allemande qui pleurait en silence, en tenant un plateau d'instruments chirurgicaux. « Elle était prisonnière là-bas autant que nous, » dit Marguerite, « mais elle avait trop peur pour désobéir. » Marguerite raconta aussi un détail qui glaça Moreau. Elle se souvenait d'une jeune femme, peut-être 18 ans, qui avait été amenée à l'unité en mars 1944. Elle était enceinte, environ 5 mois. Völker était fasciné par elle. Il voulait observer comment le froid extrême affectait le fœtus. Il la soumit à des tests d'hypothermie répétés. La jeune femme suppliait. Elle pleurait. Elle criait qu'elle porterait l'enfant jusqu'au bout, qu'elle ferait tout ce qu'il voulait après, mais qu'il épargne le bébé. Völker ne répondait pas. Il notait simplement. 2 semaines plus tard, elle fit une fausse couche. Le fœtus fut retiré et préservé dans un bocal de formol, et la jeune femme mourut d'une hémorragie 3 jours après. Marguerite se souvenait de son visage, mais pas de son nom. Personne ne connaissait son nom. La troisième était Hélène Girard, 69 ans, qui avait émigré au Canada après la guerre. Elle n'avait jamais parlé de son expérience, même pas à sa propre famille. « J'ai essayé d'oublier », dit-elle à Moreau. Mais ces choses ne s'oublient pas. Elles restent simplement enfouies, et quand quelqu'un y touche, elles reviennent comme si c'était hier. Elle confirma l'existence de la cave. Nous savions qu'il y avait des corps là-dessous. Nous sentions l'odeur. Mais nous n'en parlions jamais, parce que parler signifiait admettre que nous serions les prochaines. Hélène était professeure de littérature avant la guerre. Elle avait été arrêtée pour avoir refusé de retirer des livres interdits de la bibliothèque de son école. Elle se souvenait d'avoir récité des poèmes de Baudelaire dans sa tête pendant les expériences. C'était sa façon de s'échapper, de rester humaine, de se souvenir qu'il existait quelque chose au-delà de cette douleur. Elle dit à Moreau que même maintenant, presque 50 ans plus tard, elle ne pouvait pas lire Baudelaire sans trembler. Avec ces témoignages, Moreau réussit à construire un récit complet. Il passa encore 10 ans à faire des recherches, à interviewer d'anciens soldats allemands, à chercher des registres dans des archives militaires, et finalement, en 1999, il publia un livre intitulé « Le silence des femmes du Pas-de-Calais ». Le livre causa un impact immense. Pour la première fois, l'histoire de l'unité médicale de campagne 19 fut racontée publiquement. Et la réaction fut de choc. Non pas parce que les gens ne savaient pas que les nazis avaient commis des atrocités. Cela était déjà connu. Mais parce que cette histoire spécifique avait été complètement effacée. Ces femmes étaient mortes sans nom, sans registre, sans mémoire. Et si ce n'était pour ces cahiers trouvés par hasard, elles n'auraient jamais existé. Le livre fut traduit en plusieurs langues. Il fut débattu dans des universités. Des documentaires furent produits. Des expositions furent organisées. Et soudain, ces femmes oubliées commencèrent à retrouver leur nom.
Des familles contactèrent Moreau, disant que leur grand-mère, leur tante, leur mère avaient disparu pendant la guerre et n'étaient jamais revenues. Certaines purent enfin mettre un nom sur un numéro. Certaines purent enfin pleurer quelqu'un qu'elles avaient perdu sans jamais savoir comment. Mais il restait encore une question sans réponse. Qu'est-il arrivé à Völker? Il disparut après l'évacuation de l'unité en 1944. Il n'y a pas de registre d'arrestation, de jugement, de mort. Certains spéculent qu'il s'est enfui en Amérique du Sud, comme d'autres criminels nazis. D'autres croient qu'il a assumé une nouvelle identité et a vécu tranquillement en Allemagne de l'Ouest jusqu'à sa mort de vieillesse. Mais la vérité est ce que personne ne sait. Et cette impunité est peut-être aussi terrifiante que les crimes eux-mêmes. Moreau passa des années à chercher des traces de Völker. Il consulta des listes de procès de Nuremberg. Il chercha dans les archives du Mossad, qui avait traqué des nazis fugitifs. Il contacta des enquêteurs en Argentine, au Brésil, au Paraguay. Mais il ne trouva rien. Völker s'était évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Et quelque part, peut-être, il vécut jusqu'à un âge avancé, tranquille, sans jamais être confronté à ce qu'il avait fait, sans jamais payer, sans jamais répondre. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que des décennies plus tard, l'une des survivantes fit quelque chose qui changerait tout. Elle décida de revenir. Printemps 2003. Simone Lefebvre avait 81 ans. Elle avait passé 60 ans à essayer d'oublier cet endroit, mais elle n'y arrivait pas. Les images revenaient dans ses rêves. Les voix résonnaient quand elle était seule. Et plus le temps passait, plus elle sentait qu'elle devait y retourner. Non pas pour se venger, non pas pour affronter des fantômes, mais pour fermer un cycle qui ne s'était jamais refermé. Pendant des années, elle avait repoussé cette idée. Elle se disait que c'était inutile, que cela ne changerait rien, que les morts étaient morts, et que remuer le passé ne ferait que rouvrir des blessures. Mais quelque chose en elle refusait de lâcher prise. C'était comme une dette non payée, une promesse non tenue. Elle avait survécu, tant d'autres non. Et elle sentait qu'elle leur devait quelque chose, qu'elle devait témoigner, qu'elle devait revenir là où tout s'était passé et dire « Je me souviens, vous existiez, vous n'êtes pas oublié ». Elle invita Moreau à l'accompagner. Il accepta. Et ensemble, par un matin froid d'avril, ils voyagèrent jusqu'au Pas-de-Calais, sur le terrain où se trouvait autrefois l'ancienne usine textile. Le parking construit dans les années 80 était toujours là. L'asphalte craquelait, quelques places vides, aucune plaque, aucun mémorial, aucun signe qu'il s'était passé quelque chose de terrible ici. Simone resta immobile au milieu du parking, regardant autour d'elle, essayant de reconnaître quelque chose. « C'était ici, dit-elle. J'en suis sûre. » Le voyage jusqu'à cet endroit avait été difficile pour elle. Dans le train, elle était restée silencieuse, regardant par la fenêtre, les mains serrées sur ses genoux. Moreau n'avait pas essayé de parler. Il savait que certaines choses ne pouvaient pas être exprimées avec des mots. Quand ils étaient arrivés à la gare la plus proche, elle avait hésité avant de descendre. « Je ne sais pas si je peux faire ça », avait-elle murmuré. Mais elle était descendue quand même, parce qu'elle savait qu'elle devait le faire. Moreau avait apporté des photos anciennes, des cartes, des documents. Il réussit à identifier l'endroit exact où se trouvait l'entrée de l'usine. Et Simone marcha jusqu'à là, lentement, en s'appuyant sur une canne. Quand elle arriva à l'endroit, elle s'agenouilla. Et elle commença à pleurer. Ce n'était pas une douleur récente, c'était une douleur ancienne, gardée, comprimée pendant des décennies. Et maintenant, elle pouvait enfin la laisser sortir. Ses mains tremblaient, son corps se pliait sous le poids des souvenirs. Elle touchait l'asphalte comme si elle pouvait sentir, à travers les couches de béton et de temps, la terre où tant de femmes avaient été enterrées. Elle fermait les yeux et les voyait. Élise, Marguerite, Anne, Claire, Isabelle, Jeanne, des visages flous, des voix étouffées, des fantômes qui ne la quittaient jamais. Elle ne méritait pas ça, dit-elle, entre les sanglots. Aucune de nous ne le méritait, mais elles encore moins. Parce qu'au moins, moi j'ai survécu. Elle non. Elle resta là pendant presque 1 heure, en silence, respirant simplement, comme si elle faisait ses adieux. Et puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit de son sac une petite liste de noms. Des noms qu'elle avait mémorisés au fil des années. Des femmes qu'elle avait connues dans cet endroit, des femmes qui n'étaient jamais revenues. Et elle commença à lire les noms à voix haute, un par un. Élise,
Marguerite, Anne, Claire, Isabelle, Jeanne. C'étaient des noms sans nom de famille, sans date, sans visage, mais elle s'en souvenait. Et maintenant, enfin, ils étaient prononcés à voix haute, au même endroit où ils avaient été réduits au silence. Moreau enregistra tout. Il filma avec une petite caméra qu'il avait apportée. Il savait que ce moment était historique, pas seulement pour Simone, mais pour toutes ces femmes dont les noms étaient en train d'être récités. C'était un acte de résurrection, un acte de résistance contre l'oubli, et il savait qu'il devait le préserver. Après avoir lu tous les noms, Simone sortit une petite enveloppe de son sac. À l'intérieur, il y avait une mèche de cheveux, ses propres cheveux coupés en 1943, quand elle était arrivée à l'unité 19. Elle les avait gardés pendant 60 ans. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être comme preuve, peut-être comme lien avec la jeune femme qu'elle avait été. Peut-être simplement parce qu'elle ne pouvait pas s'en séparer. Mais maintenant, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle enterra la mèche de cheveux dans une petite fissure de l'asphalte. « Vous êtes enfin libre », murmura-t-elle, « et moi aussi ». Moreau utilisa ce matériel pour faire pression sur les autorités françaises afin de créer un mémorial. Cela prit des années, bureaucratie, discussion, budget, résistance de certains qui ne voulaient pas remuer le passé. Mais Moreau ne lâcha pas. Il écrivit des articles, il donna des conférences, il contacta des politiciens, il mobilisa des associations de survivants. Et finalement, en 2008, une petite plaque de bronze fut inaugurée sur le site. Elle dit « Ici, entre 1943 et 1944, des dizaines de femmes françaises ont été torturées et tuées sous le commandement des forces d'occupation nazies. Que leur nom, même oublié, ne soit jamais effacé. » L'inauguration du mémorial fut un moment chargé d'émotions. Des dizaines de personnes étaient présentes. Des familles de victimes, des historiens, des étudiants, des journalistes et Simone. Elle était assise au premier rang, très droite malgré son âge, les yeux fixés sur la plaque. Quand le maire de la commune retira le voile qui la couvrait, elle ferma les yeux et murmura quelque chose que personne n'entendit. Mais Moreau, qui était à côté d'elle, vit ses lèvres bouger. Elle disait « Merci ». Après la cérémonie, plusieurs personnes s'approchèrent de Simone. Certaines étaient des descendants de victimes qui avaient disparu pendant la guerre. D'autres étaient simplement des gens touchés par son histoire. Une jeune femme, peut-être 25 ans, lui serra la main et dit « Ma grand-mère a disparu en 1943. Elle s'appelait Claire, Claire Dubois. Je ne sais pas si elle était ici, mais... Merci de vous souvenir. » Simone serra sa main en retour. « Claire, répéta-t-elle. Oui, je connaissais une Claire. Elle chantait. Même dans l'obscurité, elle chantait. » La jeune femme commença à pleurer. Et Simone la serra dans ses bras. Simone mourut en 2011 à 89 ans. Mais avant de mourir, elle donna une dernière interview. Elle dit « Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi. Je veux qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Parce que cela ne concernait pas seulement nous. Cela concernait ce qui se passe quand l'humanité est jetée à la poubelle, quand des gens ordinaires acceptent des ordres sans questionner, quand le silence devient complicité. Et j'ai besoin que vous sachiez, cela peut se reproduire, à tout moment, n'importe où, si nous ne sommes pas vigilants. » Cette interview fut diffusée à la télévision française. Elle toucha des millions de personnes. Des écoles commencèrent à inviter Moreau pour parler de l'histoire de l'unité 19. Des manuels scolaires furent mis à jour pour inclure cette histoire. Et lentement, très lentement, ces femmes oubliées commencèrent à retrouver leur place dans la mémoire collective. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec Simone. En 2015, une autre survivante se manifesta. Son nom était Louise Martin. Elle avait 91 ans et vivait dans un petit village en Bretagne. Elle avait lu le livre de Moreau et vu l'interview de Simone, et elle décida qu'elle aussi devait parler. Elle contacta Moreau et lui raconta son histoire. Elle avait été prisonnière à l'unité 19 pendant 6 mois en 1943. Elle avait survécu, mais elle n'avait jamais parlé. Jamais. Même pas à son mari, décédé depuis 20 ans. Même pas à ses enfants. Même pas à elle-même, vraiment. Louise avait enterré ses souvenirs si profondément qu'elle avait presque réussi à les oublier. Presque. Mais ils revenaient, dans des cauchemars, dans des moments de silence, dans des odeurs qui lui rappelaient le désinfectant, dans des sons qui lui rappelaient les bottes dans les couloirs. Et maintenant, à 91 ans,
Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Si elle ne parlait pas maintenant, elle ne parlerait jamais, et ces femmes resteraient oubliées. Elle raconta à Moreau des détails qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Elle se souvenait d'une infirmière allemande qui lui avait glissé un morceau de pain dans la main, en secret, tard dans la nuit. Elle se souvenait d'une femme qui avait chanté une berceuse avant de mourir. Elle se souvenait du visage de Völker, toujours calme, toujours impassible, comme s'il regardait des insectes sous un microscope. Et elle se souvenait de la phrase, cette phrase. « Enlevez vos vêtements et mettez-vous à genoux ». Elle l'entendait encore, même maintenant, même 72 ans plus tard. Moreau enregistra tout, et il ajouta le témoignage de Louise à la 2e édition de son livre, publié en 2016. Cette édition contenait également des lettres de famille de victimes, des photos retrouvées, des documents nouvellement découverts. Le livre devint encore plus complet, encore plus puissant, et il continua à toucher des gens partout dans le monde. Aujourd'hui, l'histoire de l'unité médicale de campagne 19 est enseignée dans certaines écoles françaises, dans le cadre du programme sur les crimes de guerre. Mais elle reste encore peu connue. Et beaucoup de victimes restent sans nom. Il existe des projets d'historiens essayant d'identifier plus de femmes, en croisant des listes de disparus avec les registres retrouvés. Mais c'est un travail lent, parce qu'à l'époque, ces femmes ne comptaient pas. Et effacer quelqu'un de l'histoire est facile. Les ramener est presque impossible. Des étudiants en histoire de l'Université de Lille ont créé un projet numérique appelé « Les voix oubliées du Pas-de-Calais ». Ils collectent des témoignages, numérisent des documents, créent des archives accessibles en ligne. Ils ont contacté des familles partout en France, en Belgique, en Suisse. Ils ont retrouvé des lettres écrites par des femmes juste avant leur arrestation, des photos de mariage, des certificats de naissance, des petits fragments d'une vie qui existait avant l'horreur. L'un de ces étudiants, Thomas Leroux, consacra sa thèse de doctorat à l'unité 19. Il passa 5 ans à faire des recherches dans des archives militaires en Allemagne, en France, en Pologne. Il interrogea des descendants de soldats allemands. Il chercha des traces de Völker. Il ne le trouva jamais. Mais il trouva autre chose. Il trouva des preuves que l'unité 19 n'était pas un cas isolé, qu'il existait d'autres endroits similaires, d'autres laboratoires cachés, d'autres femmes disparues, et que l'ampleur de ces crimes était bien plus grande que ce qu'on avait imaginé. Mais le livre de Moreau continue à être lu. Les lettres de Greta Hoffmann, l'infirmière allemande, ont été publiées, et les cahiers de Völker sont archivés au musée de la Résistance à Paris, disponibles pour consultation. Ce sont des témoignages, des rappels, des cicatrices ouvertes qui ne peuvent pas être ignorées. En 2019, une cérémonie spéciale fut organisée au mémorial. Des bougies furent allumées, des noms furent lus, et une nouvelle plaque fut ajoutée, avec les noms de 23 femmes qui avaient été identifiées grâce au travail des historiens. 23 noms parmi des dizaines. Mais c'était un début. C'était une victoire contre l'oubli. Et la phrase qui se répétait sur les murs, dans les journaux, dans les mémoires, « Enlevez vos vêtements et mettez-vous à genoux », n'est plus seulement un ordre. C'est un cri silencieux. Un cri qui a traversé des décennies, qui a été enterré, oublié, mais qui résonne maintenant, parce que ces femmes n'avaient pas de voix. Mais aujourd'hui, nous l'avons. Et si nous ne racontons pas leurs histoires, qui les racontera? Si nous ne nous souvenons pas de leurs noms, qui s'en souviendra? Et si nous ne luttons pas pour que cela ne se reproduise jamais, qui luttera? La vérité est dure, elle est brutale, elle est inconfortable, mais elle est nécessaire, parce que l'oubli est la seconde mort, et ces femmes sont déjà mortes une fois. Nous ne pouvons pas les laisser mourir à nouveau. Il y a quelques années, une école primaire de Lille adopta le nom d'Élise Rousseau, l'une des victimes identifiées de l'unité 19. Chaque année, les élèves organisent une cérémonie de commémoration. Ils lisent des poèmes, ils plantent des fleurs, ils apprennent son histoire. Et ainsi, Élise continue de vivre. Pas comme un numéro, pas comme une victime sans nom, mais comme une personne, comme une institutrice qui aimait la poésie, comme une femme qui a existé, qui a eu des rêves, qui a été aimée, qui mérite d'être rappelée. C'est peut-être cela, finalement, la vraie victoire contre l'horreur. Pas la vengeance, pas la punition des coupables qui ont échappé à la justice, mais la mémoire, la préservation de ces noms, la transmission de ces histoires.
La reconnaissance que chaque victime était une personne avec une vie, une identité, une dignité qui ne pouvait pas être effacée, même par la pire des barbaries. Simone l'avait compris, Louise l'avait compris. Et maintenant, des milliers d'autres le comprennent aussi. Ces femmes ne sont plus oubliées. Elles sont présentes, dans les livres, dans les mémoriaux, dans les salles de classe, dans les cœurs de ceux qui ont entendu leurs histoires et qui ont choisi de ne pas oublier. Parce qu'à la fin, c'est notre choix. Oublier ou se souvenir, rester silencieux ou parler, accepter l'injustice ou lutter pour la vérité. Et chaque fois que nous choisissons de nous souvenir, chaque fois que nous choisissons de raconter ces histoires, nous rendons à ces femmes un peu de la dignité qui leur a été volée. Nous leur disons, vous existiez, vous comptiez, et vous ne serez jamais oubliés. Et c'est ainsi que l'histoire de l'unité médicale de campagne 19 continue de vivre, non pas comme une relique du passé, mais comme un avertissement pour le présent. Non pas comme une histoire fermée, mais comme un rappel que la vigilance est éternelle, que l'humanité est fragile, et que nous devons tous, chacun d'entre nous, faire le choix de protéger cette humanité. Aujourd'hui, demain, toujours. J'ai raconté cette histoire parce qu'elle ne m'appartient plus. Elle appartient à celles qu'on a voulu effacer, aux femmes que le monde a choisi d'oublier, mais dont les voix résonnent encore dans le silence. Pendant des années, ce qui s'est passé là est resté enfoui sous la neige et la honte. Mais chaque fois que quelqu'un écoute, commente ou partage, une partie d'elle se réveille. Un souvenir, un nom, un souffle qui refuse de mourir. Si cette histoire vous a touché, ne laissez pas le silence gagner encore une fois. Écrivez quelque chose dans les commentaires, même un seul mot. Un geste simple, mais chargé de sens. Un mot pour elle, pour chaque femme disparue sans justice, pour chaque vie réduite à un numéro. Parce qu'en écrivant, en parlant, vous dites au monde qu'elles ont existé, qu'elles comptent encore. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour moi, mais pour elles. Parce que chaque nouvelle histoire racontée ici est un acte de résistance contre l'oubli. C'est une façon de rappeler que le mal ne commence pas avec les cris, mais avec le silence. Chaque voix qui se joint à la nôtre rallume une lumière dans la nuit, une flamme que plus rien ne peut éteindre. Que ces voix continuent à vivre, dans les écoles, dans les foyers, dans les conversations, pour que jamais personne ne revive ce qu'elles ont enduré. L'histoire de l'humanité est faite de choix. Certains ont choisi de se taire, d'autres d'obéir, et quelques-uns ont choisi de se souvenir. Soyez de ceux-là. Ne détournez pas le regard, ne laissez pas la peur effacer la vérité. Partagez cette histoire. Laissez-la voyager, qu'elle atteigne d'autres cœurs, d'autres consciences. Parce que tant qu'il restera quelqu'un pour se souvenir, tant qu'il restera quelqu'un pour raconter, l'obscurité ne gagnera jamais complètement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là, de ressentir, de donner de l'importance à ce qui ne doit jamais être oublié. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de gens qui se souviennent, parce que l'oubli est une seconde mort, et grâce à vous, elles vivront encore un peu.